au 80-80. Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Un de vos amis? Peut-être ce bel inconnu? Voire même votre ex? Envoyez 220 au 7700, un astrologue vous éclaire. Envoyez 220 au 7700, 220 au 7700. Bonsoir à tous. Les communes et les autres collectivités de la Réunion et de métropole sont confrontées depuis donc des années déjà à une problématique, la baisse de la dotation globale de fonctionnement. La chasse, pour ne pas dire la quête, à des moyens de financement, des projets d'investissement, est devenue un casse-tête permanent, surtout pour le développement durable, une nécessité, mais aussi une contrainte qui pèse de plus en plus sur les budgets des collectivités. Quelles sont les réponses de nos politiques? Chaque commune s'adapte et fait de son mieux, avec au-dessus de la tête une épée de Damoclès, l'explosion sociale, une menace également permanente. Et le choix entre le maintien ou non des contrats aidés, de plus en plus précaires, et l'investissement, la plupart du temps HQE, haute qualité environnementale, c'est vrai, c'est de plus en plus cher. À Sainte-Suzanne, le maire a signé une convention de partenariat avec la CCIR, la Chambre de commerce et d'industrie, et aussi la Chambre des métiers de la Réunion. Maurice Gironcel va également paraffer la charte de développement agricole aux côtés du préfet de la Réunion, Dominique Sorin, la présidente du conseil départemental, Nassima Dindar, et du président de la Chambre d'agriculture, Jean-Bernard Gontier. Qu'est-ce que la commune de Sainte-Suzanne en attend pour son développement économique, qui a en fil rouge, bien sûr, avec son maire qui est également président du SEDEC, donc le développement durable? C'est la question que nous posons ce soir à nos deux invités. Maurice Gironcel, bonsoir. Bonsoir. Je vais présenter Maurice Gironcel parce que je parlais de lui. Et Sophie Jeannette, donc directrice, et que je retrouve du pôle entreprise de la CCIR. Bonsoir. J'allais dire, aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'expertise de la Chambre est de plus en plus présente, parce qu'on le voit à chaque fois, soit dans la transmission, soit dans l'expertise comptable, soit dans l'aide juridique, de plus en plus. Donc il est très important que nous soyons aux côtés de nos ressortissants. Donc l'expertise de la CCI Réunion est très importante aujourd'hui. Nous souhaitons être de plus en plus au plus près de nos entreprises, leur apporter nos conseils, notre accompagnement. Et il est vrai que lorsque vous parlez d'accompagnement, l'accompagnement se fait également au travers des entreprises qui rencontrent, on va dire, des difficultés au travers de notre structure d'accueil juridique et comptable, que j'aurai l'occasion de vous parler peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. J'avais dit que juste avant, j'allais poser une question. Je suis journaliste politique et ça, malheureusement, ça, je ne peux pas rien y faire. Moi, j'ai reçu la semaine dernière, et là, j'ouvre une parenthèse politique. Oui. C'est-à-dire, j'ai reçu Claude Waro, donc de Saint-Louis, et je lui ai demandé quelle va être sa posture dans les semaines et les mois à venir, surtout pour les législatives. Et il m'a répondu ceci: pour Maurice Gironcel, il a créé son parti, je ne ferai rien qui pourrait aller contre lui à Sainte-Suzanne. Ça vous touche? Je crois qu'aujourd'hui, en politique, de toute façon, on dit une chose aujourd'hui et demain, on ne sait pas comment ça va se faire. Moi, je pense que ce qui est intéressant à souligner également à travers cette question, c'est de dire pourquoi il a eu à dire pourquoi il a eu à essayer de se justifier, en quelque sorte. Moi, vous savez, à Sainte-Suzanne, je mène une politique avec les administrés, avec les militantes et militants sur le terrain, et je demande et je fais en sorte que, et c'est avec les militants et militantes, avec la population, que j'ai la température du terrain. Je ne sais pas si c'est justifié, mais peut-être aussi par votre façon de dire qu'il vous apprécie, que lui, même s'il est sorti du parti, dont vous êtes un des co-secrétaires général, il aimerait bien, à la rigueur, de travailler avec le Parti communiste, finalement. Ben oui, mais le mieux, ça aurait été qu'il reste au Parti communiste. D'accord. Je ferme la parenthèse. Je n'arrive pas à la réponse, quoi qu'il arrive. Donc, alors on va revenir sur le terrain de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les communes sont de plus en plus sollicitées. La DGF, donc, baisse, la dotation globale de fonctionnement est de plus en plus restreint. Et c'est vrai que la précarité gagne du terrain, pas
pas à cause seulement de ça. Il y a aussi la gestion que doivent faire les maires, mais il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a la grande précarité gagne du terrain à La Réunion. Tous les maires en sont au même point. Augmenter le budget des CCAS, Centre communal d'action sociale. De combien vous avez augmenté votre budget d'action de CCAS? Je crois que les budgets, quelles que soient les communes d'ailleurs, du fait de la situation sociale qui est devenue maintenant extrêmement difficile, avec un chômage qui augmente, notamment de la jeunesse, avec les familles qui ont du mal à boucler les fins de mois, notamment quand ils arrivent le 15 du mois, eh bien, ils n'osent même pas mettre la carte dans le gabier parce qu'ils ont peur que ils sont tellement rouges que leur carte soit bouffée par le gabier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette situation est une situation extrêmement intolérable. Et on comprend qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous recevons des familles en détresse. Et nous avons donc, avec l'aide du sénateur Paul Vergès, à Sainte-Suzanne, ouvert donc une épicerie sociale. C'est une épicerie sociale qui permet également aux familles de venir. Mais on ne vient pas comme ça. Je vous propose d'abord de voir le... D'accord. J'avais juste voulu savoir de combien vous avez augmenté votre budget CCAS, à plus ou moins. On a augmenté, je pense que comme tout le monde, on a dû augmenter au niveau de Sainte-Suzanne sur une année sur l'autre en 10 et 20% par an. D'accord. Alors, justement, puisque Maurice Joncel parlait de boutiques solidaires et des épiceries sociales, donc qui viennent au secours justement des cas extrêmes, la commune de Sainte-Suzanne a inauguré la sienne il y a quelques jours. Je vous propose de le regarder et on en parle juste après. En fait, on se base sur le prix du supermarché et on fait à 20%. Donc cette boîte de conserve, elle est à 32 centimes. Voilà, 32 centimes. Je vais prendre l'exemple du riz. Un sachet de riz à 5 kg, c'est à 1,03 €. Et un sachet de 10 kg à 2,06 €. Voilà, tous les prix sont à 20%. Qui a droit de venir se servir ici, de venir acheter ici? Alors, ce sont essentiellement des familles qui ont des difficultés financières. Alors, comment vous le savez? Alors, c'est des familles qui doivent être orientées vers un travailleur social, constituer une demande d'accès pour l'épicerie, et ensuite, c'est la commission qui validera les demandes d'accès. Il y a des critères bien précis, il faut que les familles habitent Sainte-Suzanne, il faut qu'ils remplissent vraiment les conditions pour accéder à l'épicerie. Comment allez-vous profiter de cette opportunité? J'en profite déjà depuis 3 mois. En faisant des courses à l'épicerie 4 épices, on fait énormément d'économies parce que les prix sont dérisoires, ce qui me permet d'honorer mes factures. C'est vraiment un tremplin pour s'en sortir financièrement. Cette démarche, c'est un aveu d'échec de la politique menée depuis des années à La Réunion? Oui, je pense qu'on est décollé de la réalité ici. Et c'est une responsabilité considérable des élus. C'est pour ça que j'ai souligné le caractère positif de la mairie de Sainte-Suzanne. On ne se rend pas compte de la gravité de la situation et de l'aggravation de cette situation. Comment on va s'en sortir? Avec en plus le problème de Mayotte qui tape à la porte. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Aujourd'hui, de plus en plus les communes sont sous la pression sociale, la CCAS, la boutique, l'épicerie sociale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à un moment donné pour répondre justement aux besoins? Et jusqu'à quand les mairies pourront répondre aux besoins? Aujourd'hui, les municipalités, Sainte-Suzanne, bien sûr, on est pareil que les autres communes. Nous sommes également en difficulté du fait de la baisse des dotations du gouvernement, de l'État. Nous allons perdre sur 3 années plus d'1,5 million d'euros sur notre budget. Et c'est ça aussi, en même temps qu'on a les difficultés, en même temps que le chômage augmente, en même temps que les familles sont en détresse, on diminue également les budgets des communes. Donc voilà le problème. C'est pour cette raison que nous disons aussi, et c'est pour nous extrêmement important, nous allons avoir le congrès des maires bientôt à Paris, et bien avec l'association des maires de La Réunion, nous allons poser le problème de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités, pour les communes notamment, parce qu'il faut savoir que nous sommes là aussi, on est les départements d'outre-mer, on est la dernière roue de la charrette dans ce qui concerne les dotations de l'État concernant la dotation globale de fonctionnement. Maurice Joncel, aujourd'hui, combien de personnes peuvent aller acheter des produits dans cette épicerie? Je rappelle juste que le prix est décidé ainsi, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le prix le plus bas dans le marché d'une boîte de conserve, ils vont le multiplier par 20%, et c'est ce prix-là qui va être donc payé par les personnes qui vont venir. C'est-à-dire que si la boîte de conserve coûte 3 € en grande surface ou dans un commerce quelconque, le produit coûtera 60 centimes dans la boutique. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a une vingtaine de familles qui sont suivies donc, avec le CCAS de Sainte-Suzanne.
Mais il faut savoir qu'on ne vient pas à l'épicerie sociale comme on part dans une épicerie normale. On vient avec, après que CCAS ait reçu la famille, discuter avec la famille, ensuite voir leurs difficultés, faire avec la famille, le chef de famille, eh bien un plan, un dossier, mais aussi un plan aussi de budgétaire et tout, comment gérer au mieux son budget. Et surtout payer les factures qui sont voilà, payées. Vous avez vu la dame. Le fait qu'elle ait des denrées de très, très bon marché, hein, elle peut également faire des économies pour payer, effectivement honorer ses factures. Donc c'est un accompagnement et c'est important. Bon, une vingtaine de familles, mais je pense que rapidement, ça va, on va doubler, on va peut-être même tripler. Oui, juste pour dire que c'est sur 6 mois maximum, je crois. Oui, ben, ils ont 6 mois pour épurer leurs dettes et pour... Ben, en général, l'accompagnement, si les familles, je dirais donc, arrivent à suivre vraiment l'accompagnement et tout, c'est avant 6 mois qu'on arrive à trouver des solutions. D'accord. Alors, ça sort actuellement, c'est les factures d'électricité, et c'est pas la chose la plus agréable qu'on voit, mais bon, ça arrive, c'est maintenant. Donc, la facture d'électricité pèse sur les budgets des ménages. Va-t-elle augmenter d'ici 1 an ou 2, justement, puisque la rumeur sur le maintien ou non de la péréquation qui permet de payer l'électricité moins cher à La Réunion qu'en métropole pourrait être supprimée selon le patron du groupe Dijou. Avant de répondre, Maurice Ronsal, je vous propose d'écouter la position de Michel Magnan, qui est directeur régional d'EDF, sur cette question. Alors, garde-t-on ou pas cette péréquation? Aujourd'hui, la péréquation tarifaire permet aux clients réunionnais de payer le même prix que les clients électricité en métropole. En fait, c'est une solidarité nationale. L'ensemble des clients d'électricité partout en France payent une contribution qui permet pour les Réunionnais de compenser les surcoûts de production et finalement de payer l'électricité au même prix. Donc c'est un élément extrêmement important. Pour l'ensemble des zones non interconnectées, c'est 1,8 milliard à peu près par an d'euros qui sont liés à cette solidarité nationale vers nos territoires insulaires pour permettre aux Réunionnais de payer le même prix de l'électricité. Alors aujourd'hui, la péréquation qui date de longtemps à La Réunion n'a jamais été remise en cause. Et l'ensemble des acteurs politiques ne remettent pas en cause la péréquation. Et elle est, à ma connaissance, toujours confirmée dans tous les débats des acteurs politiques. Alors, je corrige, donc c'est pas de payer moins cher, mais de payer le même prix, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, oui. C'est d'avoir, sur tout le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, avoir le même prix. Il vient de dire que sur une année, c'est 1,8 milliard qui est injecté pour permettre donc aux Réunionnais de payer le même prix. 1,8 milliard sur l'ensemble des DOM et de la Corse. D'accord. Alors, justement, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ça sera enlevé. Le patron du groupe Dijou disait que ça pourrait partir en 2017, ça serait la fin. Non, je crois que c'est effectivement une discussion, une épée de Damoclès qui pèse. Mais c'est vrai qu'il y a certains politiques en France métropolitaine qui posent le problème. Mais heureusement, donc les partis politiques progressistes, et notamment le Parti communiste français et tout, luttent pour dire non, il n'est pas question de toucher à la péréquation tarifaire parce que c'est aussi l'égalité des droits. Et on dit bien l'égalité des devoirs, mais l'égalité également des droits pour chaque citoyen de la République française de payer, quel que soit son endroit, comme le timbre-poste, par exemple, on paye tout le monde pareil, et bien c'est pareil au niveau de l'énergie. Pourquoi il y a donc cette épée de Damoclès? C'est parce qu'aujourd'hui, l'énergie, le service EDF a été privatisé en partie. Et donc c'est les actionnaires... ils sont pas trop, ils regardent pas ça d'un très bon œil, les actionnaires privés. Donc c'est pour cette raison qu'on dit qu'aujourd'hui il y a quand même il risque d'avoir danger. Mais en tout état de cause, je crois qu'au niveau politique, il y a une volonté forte aujourd'hui de dire qu'il faut préserver cette péréquation tarifaire. D'accord. Alors, on va juste poser une question sur le quota sucrier, puisque ça c'est un des chevaux de bataille de votre parti politique. Alors, à votre avis, aujourd'hui, l'Europe va-t-elle encore soutenir ou pas ce quota sucrier? Je crois que les planteurs de canne, ils ont raison d'être extrêmement inquiets, parce que cette année, les planteurs vont donc couper leur canne pour la dernière fois avec un prix garanti. Et également le prix garanti et surtout la possibilité de le vendre. Ça vous intéresse à vous parce que les Hauts-de-Sainte-Suzanne, c'est très agricole. Sur Sainte-Suzanne, par exemple, le terrain agricole de Sainte-Suzanne, c'est aujourd'hui, sur Sainte-Suzanne, c'est 150 planteurs de canne à sucre. Et nous représentons 9%
de la production globale de la Réunion, alors que la Sainte-Suzanne est une petite commune, ça veut dire que c'est important. Et nous avons en moyenne 80 tonnes à l'hectare. Et chose intéressante à souligner, c'est qu'à Sainte-Suzanne, eh bien, nous sommes la seule commune à avoir vu son nombre de planteurs augmenter, alors que globalement, au niveau de l'île, ça a diminué d'une centaine, et nous avons augmenté notre nombre de planteurs. Alors juste pour revenir là-dessus, et c'est une parenthèse que je voulais absolument passer, parce qu'on va aller sur la charte de développement agricole juste après. On va écouter un planteur, il n'est pas de Sainte-Suzanne, c'est Alain Cataille qui est donc de l'UFA, et lui qui parle des charges des planteurs. Un coût de plantation, moi ma chiffré il est à 6 800 € l'hectare. Voilà. 6 800 € l'hectare parce qu'il faut préparer le terrain. Aujourd'hui il faut préparer la mécanisation, donc souvent il faut apporter un aménagement foncier sur le terrain. Et puis il faut planter les nouvelles variétés exigées par l'État. Il faut acheter les boutures, il faut fertiliser des EAB pour qu'une plantation les réussisse. Il faut mettre à peu près 6 800 € à l'hectare en fonction des zones aussi, en fonction des difficultés. Si c'est un terrain à pleine galée, à moyenne galée, si c'est un terrain pauvre en matière organique, ou bien des fois le pH n'est pauvre, donc il faut rééquilibrer le pH, il faut apporter de la chaux magnésienne, il faut apporter de la matière organique, il faut apporter du physiolite, c'est un accélérateur qui fait pousser, qui fait redémarrer les racines, tout ça, donc qui permet à la plante de mieux absorber l'engrais qu'il est mis et l'engrais l'utiliser à la totalité, à 100% l'engrais mis. Ce reportage, c'était juste pour ramener justement ce sujet. C'est un planteur de Saint-André que j'ai passé, mais ma question c'est qu'est-ce que les planteurs de Sainte-Suzanne peuvent attendre de cette future charte de développement agricole signée avec la Chambre d'agriculture? Voilà, je disais donc au niveau de Sainte-Suzanne, nous avons cette charte agricole a permis également de déceler qu'on a sur Sainte-Suzanne, on est pratiquement la seule commune ici à avoir augmenté son nombre d'hectares, 200 hectares de plus. Depuis 2010 concernant l'agriculture. Alors que l'urbanisation, entre-temps, a continué à augmenter, mais nous avons densifié ce qu'on appelle les dents creuses au niveau du centre-ville et tout, pour dynamiser également le commerce. La Chambre de commerce est là, parce que c'est important pour ne pas avoir des maisons éparpillées un peu partout, donc de densifier. Je disais tout à l'heure que nous sommes également la seule commune à avoir vu son nombre, non pas de planteurs, mais la surface cultivée augmenter de plus de 8%. De 112 hectares exactement en augmentation. Alors, dans ce document, dans cette charte de développement agricole, il y a plusieurs points. Et un des objectifs que j'ai vu, irrigation des eaux de la commune par des retenues collinaires, électrification des eaux non desservies, développement de l'agrotourisme, transmission des exploitations agricoles. On l'a déjà vu avec la Chambre de commerce, transmission d'entreprises, transmission d'exploitations agricoles. Ben, c'est un problème aujourd'hui. Sainte-Suzanne, encore qu'on est en moyenne. Les planteurs de canne, la moyenne des plantations, c'est autour de 13-14 hectares. Alors que dans toute la Réunion, c'est autour de 7 hectares. Ça veut dire, mais ça s'explique, parce qu'on a aussi des grands propriétaires. Mais c'est vrai que quand il y a donc un certain nombre d'hectares, eh bien c'est plus facile de transférer à ses descendants, mais que si on a 5 ou 6 hectares, c'est difficile de diviser en 5 ou 6. Voilà le problème. On est là. Alors, je vais revenir à ça. Alors, est-ce que, Sophie Jeannette, c'est quoi l'hydroponie? Vous me posez une colle. C'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est ça? Pour détendre l'atmosphère. C'est même pas une colle, parce que moi non plus je ne savais pas jusque-là, pour être honnête. Mais en termes d'agriculture, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de nouvelles méthodes de permaculture, tout ce qui est bio, l'agriculture raisonnée, et une autre façon de planter. Et l'hydroponie et l'aquaponie, puisque c'est les deux éléments qu'on va voir, je vous propose de découvrir c'est quoi la combiner avec, parmi tant d'autres, donc parmi tant d'autres exemples qu'on a, comment on peut combiner donc l'hydroponie et l'aquaponie pour faire tout simplement de l'agriculture. Alors là, on présente un système qui s'appelle l'aquaponie. C'est un système qui s'appelle l'aquaponie. Ce qui veut dire, c'est en fait l'alliance de l'aquaculture, donc avec l'élevage des poissons, et l'hydroponie. Donc l'hydroponie, c'est quand on élève, on fait pousser des végétaux sur l'eau et qu'on rajoute les nutriments. Alors là, c'est un mélange, donc on ne va pas rajouter les nutriments.
les éléments pour nourrir les plantes vont être apportés par les déjections de poissons. Alors c'est très simple, on va nourrir le poisson, il va faire caca, le caca va passer dans un filtre où il y aura des bactéries qui vont transformer ce caca en nutriments assimilables par les plantes. Après donc c'est pompé, envoyé vers les plantes vont absorber les nutriments et un peu filtrer l'eau, et l'eau va retourner vers les poissons. Et ça fait un circuit fermé comme ça, et donc à la fin on peut manger nos poissons et nos plantes. Alors ça a plusieurs avantages. L'aquaponie fait pousser les plantes et les fleurs beaucoup plus vite. Comme les racines sont constamment dans l'eau, on n'a pas besoin d'arroser et ils vont pousser beaucoup mieux. Un autre avantage aussi, c'est qu'on peut en faire pousser beaucoup plus dans un petit espace. Donc voilà pour l'aquaponie. Alors c'est un système qu'on peut faire à petite échelle et aussi à grande échelle. Alors, il y a un petit investissement au départ, bon, il faut des bacs pour les plantes, il faut un bac pour les poissons, il faut une pompe pour envoyer l'eau, donc c'est un petit investissement au départ, et plus le système est grand, plus l'investissement sera important, mais plus ce sera rentable vite. En tout cas, c'est une réalité. Aujourd'hui, les moyens de faire de l'agriculture de cette façon-là existent de plus en plus. C'est aussi une nécessité parce que les surfaces ne sont pas toujours aussi accessibles, hein, le foncier. Oui, le foncier devient de plus en plus rare au niveau de La Réunion. Quand La Réunion aura 150 000 habitants de plus, quand on sera 1 million d'habitants, donc il faudra effectivement réfléchir pour qu'on rentabilise nos terres agricoles. Mais en même temps, quand on rentabilise nos terres agricoles, il faut absolument aussi qu'on soit moderne. Et je crois que ce qui est proposé, qui a été montré dans le cadre du jardin de développement durable à Sainte-Suzanne, c'est intéressant à souligner. Jeannette, aujourd'hui, est-ce que les commerçants ont du mal à trouver du foncier justement pour bâtir? Est-ce qu'on a du mal à créer des zones commerciales pour pouvoir justement donner de l'espace à ceux qui ont envie de commercer finalement? Je vous répondrai, tout dépend des projets qui sont à construire. Bien souvent, les personnes, en tout cas les commerçants ou les entreprises tout court, hein, parce que ont du mal à trouver du foncier par rapport à la problématique de terrain, si on peut parler de terrain protégé, hein, de terrain agricole. Il nous arrive de rencontrer des commerçants, des futurs chefs d'entreprise qui ont des terrains, qui souhaiteraient les déclasser, qui n'ont pas cette possibilité du fait que le terrain est à l'origine d'un terrain agricole. Donc, dans des zones protégées, ils n'ont pas la possibilité de réaliser le projet qu'ils souhaiteraient, en tout cas à l'endroit où ils le voudraient. Justement, c'est sans doute ça. Sur une zone comme Sainte-Suzanne, on voit se développer ce centre commercial à Quartier Français. Je ne sais pas si vous avez été à l'inauguration du dernier grand magasin qui s'est ouvert. Aujourd'hui, comment installer justement des surfaces aussi, je veux dire quand même assez conséquentes, sur des zones aussi, des zones qui sont agricoles, parce qu'on est quand même à Sainte-Suzanne, on reste dans une zone rurale. La question se pose sur le foncier d'une part, mais aussi sur la nécessité de trouver les gens qui ont envie de construire, de faire les choses. Vous parlez en termes d'investisseurs. J'aurais peut-être pas toutes les infos pour vous répondre sur ce sujet-là, mais la difficulté de trouver des investisseurs, bien souvent, ça se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on part sur la zone de Sainte-Suzanne, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle également on a réalisé une convention avec la commune. C'est pour pouvoir également accompagner ce genre de projet. Même si aujourd'hui nous sommes quand même réalistes, nous sommes positionnés au niveau des petites entreprises, des TPE, nous accompagnons également tous les projets structurants, en tout cas avec un apport d'expertise dans la mesure du possible. On va rester à la zone parce que juste à Sainte-Suzanne, il y a une zone franche. Il y a la zone franche de Saint-André, Pampanon et Saint-Benoît. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait amener? Parce que d'abord, il y a l'expertise que vous apportez au niveau des experts comptables, des notaires, des avocats. Dans le cadre, justement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans le cadre de notre structure d'accueil juridique et comptable des entreprises, nous sommes justement conventionnés avec ces professionnels, lors des experts comptables, les avocats, les notaires, où nous apportons également, du moins notre expertise à notre niveau, la contribution des expertises de ces professionnels également, qui sont à nos côtés. Dans le cadre de la convention, puisque c'est ce qui me
C'est la raison pour laquelle également donc, je suis aux côtés du maire aujourd'hui, du maire de Sainte-Suzanne. Donc l'apport d'expertise également se fera dans le cadre de projets structurants au sein de la commune de Sainte-Suzanne, tels que le projet de cœur de ville, le projet de la ZAC de la Marine. Il y a l'aménagement de l'îlot de la gendarmerie également. Et tout ce qui est lié à la filière touristique et loisirs, sur lesquels nous serons également aux côtés de la mairie de Sainte-Suzanne. Alors, sur ces projets-là, votre apport sera plus en termes d'expertise ou aussi parce qu'il faut, au niveau des projets, c'est vous qui êtes porteur de projet, donc maître d'ouvrage, comment vous pouvez intervenir, comment vous pouvez surtout apporter une professionnalisation? Parce que ce qui embête et ce qui gêne aussi quand on regarde les entreprises, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont en difficulté également, comment faire en sorte qu'il y ait une vraie vision professionnel, aussi bien au niveau de la création, d'avoir un prévisionnel, d'avoir un vrai investissement, et puis de faire confiance aussi aux autres professionnels. L'objectif est avant tout de dynamiser la commune de Sainte-Suzanne, d'apporter une véritable expertise. Comment avoir une vraie vision, c'est de dire également à ces porteurs de projets, puisque la commune de Sainte-Suzanne a également des jeunes qui souhaiteraient se lancer. Donc c'est très important de leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes à leur côté pour les accompagner dans la création, dans le développement d'entreprises. Donc également, malheureusement, également au niveau des entreprises en difficulté, nous les accompagnons également. Et il y a aussi ce secteur de formation que vous mettez. Il y a le secteur de la formation qui n'est pas négligé. Comme le maire l'a souligné, il y a un public jeune. Le dynamisme également de la commune passera également par l'insertion des jeunes, l'accompagnement de ces jeunes, par le biais de notre pôle formation, par le biais de l'apprentissage également. Donc nous avons organisé, nous continuons à organiser des sessions sur la commune de Sainte-Suzanne pour sensibiliser justement ces jeunes aux formations qui sont organisées par notre pôle formation. À ce jour, il y a 300 formations. Donc nous organisons également des sessions pour les encourager donc, à se former. Un des métiers aujourd'hui qui perce, on le voit à tous les coins de rue, c'est les métiers de bouche. Tout ce qui est nourriture, on le voit les snacks, on voit les pizzerias. La formation, y compris à Sainte-Suzanne, la formation doit se porter sur ces métiers qui aujourd'hui sont en devenir, parce que il y a des porteurs de projets, il y a aussi une clientèle. Il faut focaliser là-dessus, ou il faut aussi, tout à l'heure je parlais d'hydroponie, c'était en fait la passerelle que je voulais montrer. Comment les amener à diversifier, puisque c'est aussi votre expertise qui doit les amener à essayer d'aller vers des métiers aujourd'hui qu'on ne voit pas beaucoup, qui aujourd'hui à la rigueur qui ne passent pas souvent à la télé, mais qui sont quand même porteurs. L'objectif justement de ces séances, de ces permanences sur la commune de Sainte-Suzanne, c'est vraiment faire découvrir les formations qui se développent au sein de nos centres de formation. L'hôtellerie existe, la restauration existe, les formations existent par le biais de notre centre, donc le Centaure qui se situe à Saint-Gilles-Léo, mais c'est également de faire découvrir de nouveaux métiers, d'accompagner ces jeunes vers des métiers qui seront pérennes, en tout cas les métiers d'avenir, ce qu'on appelle les métiers d'avenir, donc c'est très important. Bonjour Ansel, finalement quand on regarde la convention de partenariat, c'est avec la Chambre de commerce, également la Chambre des métiers, et là on n'a pas pu avoir quelqu'un de la Chambre des métiers à cause des campagnes électorales, mais effectivement c'est aussi un partenaire qui aujourd'hui est présent. Il y a la zone artisanale, il y a quand même quelques zones artisanales sur Sainte-Suzanne. Je crois que tout à l'heure... Il y a la marine, c'est la 3e ou la 4e? La marine, c'est la 3e. Ça sera la 3e. D'accord. Donc, mais on voit bien que le partenariat qui a été cité à l'instant, c'est effectivement un partenariat que tout le monde partage. Je crois que la Chambre de commerce connaît bien maintenant le territoire de Sainte-Suzanne. Nous avons fait plusieurs réunions de travail ensemble. Nous avons également le partenariat. C'est une nouvelle convention qu'on a passée. Donc, aujourd'hui, c'est de comment redynamiser, comment poursuivre cette dynamique qu'on a commencé à créer avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers et tout, pour qu'on aille encore plus en avant. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'est de ne pas se cantonner à dire on a fait bien les choses, maintenant, bon, tranquille. Non, il faut dire qu'on continue à faire les choses. Voilà, oui, justement, c'est un renouvellement Il s'agit d'un renouvellement tout à fait, puisqu'on est déjà aux côtés, on était en tout cas déjà aux côtés de la commune de Sainte-Suzanne. Il s'agit d'un renouvellement
également. Pour poursuivre justement ce dynamisme au sein de la commune, l'objectif également, c'est d'accompagner la structuration des associations. Donc, ça existe. C'est d'être à leur côté également, accompagner ces acteurs économiques pour créer de l'animation en centre-ville, pour créer un véritable dynamisme en cœur de ville. Oui, je crois que je voudrais surtout insister là-dessus. Au niveau des communes, des centres-villes notamment, pour Sainte-Suzanne comme ailleurs d'ailleurs, ce qui intéresse le petit artisan, le commerçant, c'est qu'est-ce qu'il a comme accompagnement. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à Quartier Français. Ils n'ont pas besoin d'accompagnement, eux. C'est les mastodontes, ça. Donc, c'est les petits qu'il faut accompagner. Bon, par exemple, on a une commerçante dans le centre-ville de Sainte-Suzanne. Je sais que la Chambre de commerce a pris contact déjà avec cette commerçante-là, parce qu'elle a rencontré des difficultés pour moderniser son commerce. Et bien, il faut le faire, il faut l'aider. Ces commerçants-là, ces artisans-là, ils ont besoin de cette aide. Et ce partenariat, c'est important. C'est important pour ces petits commerçants-là. C'est d'autant plus important, et on va le voir sur... Pourquoi je dis toujours cette relation avec les chambres consulaires, et là je parle aussi bien de la chambre de commerce, la chambre des métiers d'artisanat et la chambre d'agriculture. On arrive sur quelque chose qui est vrai aujourd'hui, et ça fait quand même 20 ans que chaque commune essaye de le développer, c'est ce fameux cœur de ville. Qu'on le veuille ou pas, ça a été un échec jusqu'à maintenant. On le voit que ce soit sur Saint-Pierre, on le voit sur la partie qui est juste au niveau de la rivière d'Abord, ils ont du mal à aller au bout de ce projet, enfin, un moment. On l'a vu sur le port, que c'est pas facile de se mettre au milieu. Et le cœur de ville, pareil à Sainte-Suzanne, ça sera différent parce que la zone économique pour le commerce, c'est Quartier Français. C'est éloigné quand même. C'est éloigné. Tout à fait. Alors justement, comment créer sur Sainte-Suzanne un vrai cœur de ville avec petits commerces, artisans, et comment faire en sorte de profiter également des produits agricoles. Donc, Madame va sûrement donc compléter ce que je veux dire. Concernant le centre-ville de Sainte-Suzanne, notre opération Cœur de Ville de Sainte-Suzanne, qui était une opération quand même assez chère, donc il faut trouver les financements, et c'est pas simple. Hein. Quand tout à l'heure on disait qu'il y a la baisse des dotations globales de fonctionnement, les communes sont en plus grande difficulté, donc ce partenariat avec tout le monde, tous les partenaires, pas uniquement, bien sûr, la chambre de commerce, la chambre des métiers, mais c'est aussi, surtout, bien, les investisseurs, parce qu'il faut qu'ils viennent également à Sainte-Suzanne, il faut les intéresser pour qu'ils viennent. Et donc, l'opération Cœur de Ville, là où ça échoue, c'est si on fait la ville en dehors de la ville. Là, notre objectif, c'est de faire la ville sur la ville, dans la ville. Et c'est important. Parce que, non, c'est important. Non, je te facile le contraire. Vouloir construire quelque chose en dehors et négliger ce qu'on a déjà, non, il faut conforter ce qu'on a déjà, et au contraire, non seulement le conforter, il faut redynamiser. C'est important de dynamiser. Alors, il y a quand même une contrainte, et ça, je voulais, entre autres, le dire aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé de HQE, haute qualité environnementale, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que ça se situe déjà au niveau au moment où on construit. Aujourd'hui, quand on construit, il faut se situer dans le cadre du développement durable. Il y a de plus en plus de contraintes. C'est pas une contrainte. Moi, je suis pas d'accord. Juste. Et on reviendra là-dessus. Je vais dire que c'est une contrainte. Pour ceux qui payent, ça va être une contrainte. Alors, d'accord. Alors, on va juste écouter Catherine Morel qui parle aujourd'hui de la formation des architectes qui de plus en plus s'adaptent aux exigences bioclimatiques. On écoute Catherine Morel, donc de la CAIE. Mon intervention, c'était pour parler de l'énergie la plus intéressante, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et donc au CAIE, nous avons organisé, ça fait déjà plusieurs années, une formation sur l'architecture, donc la construction, et l'urbanisme aussi, bioclimatique. L'urbanisme qui est vraiment sobre au niveau consommation énergétique. Voilà. Et c'est une formation de 15 jours, donc c'est une formation longue qui s'adresse aux architectes, aux ingénieurs du bâtiment, aux maîtres d'ouvrage aussi, donc ceux qui commandent des ouvrages. Et finalement, c'est une formation qui rencontre du succès parce que nous en sommes à la 12e édition. Et maintenant, 26 personnes sont inscrites cette année. Voilà. Et je pense qu'elle rencontre du succès parce que ce sont des professionnels, architectes, maîtres d'ouvrage, qui viennent expliquer ce qu'ils font. Voilà, c'est pas il y a qu'un, mais ils expliquent qu'ils font des projets qui sont intéressants et ils viennent expliquer leurs projets. Et puis souvent, ce sont aussi des difficultés pour arriver à faire des projets qui sortent un peu de l'habitude. Parce que
si on veut arriver à répondre, enfin trouver le début d'une réponse à ces problèmes qui sont liés au changement climatique, il faut innover, il faut trouver d'autres manières de construire, d'autres manières d'habiter, d'autres manières de se déplacer. Enfin voilà, il faut travailler sur les bâtiments, mais pas que sur les bâtiments, sur la ville d'une manière globale. Est-ce que, à votre avis, les communes aujourd'hui peuvent tenir compte de tout ce que dit Catherine Morel, donc, qui est de la CAUE? Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que ça a un coût quand même de tenir le cahier des charges de HQE, la haute qualité environnementale. C'est surtout, quand je disais tout à l'heure, que ce n'est pas une contrainte, au contraire, ça permet de faire des économies. Aujourd'hui, quand on fait un bâtiment, et si on fait des caisses à savon ou des caisses à lapin, sans tenir compte effectivement des climats qu'il y a à La Réunion et tout, et forcément, qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre la climatisation à fond dedans. Et on va donc dépenser de l'énergie, on va payer de l'énergie. Tandis que si on fait des bâtiments, avec ce qu'on appelle des isolations, mais également des ouvertures avec des ventilations qui passent bien, comme auparavant nos anciens faisaient. Nos anciens, ils savaient faire. Hein. Il n'y avait pas de climatisation à l'époque. Hein. Donc, et pourtant, les maisons étaient agréables à vivre à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est de réaliser des bâtiments, non plus des bâtiments, comme on dirait, même si j'aime bien les bâtiments à la mode provençale, mais des bâtiments qui prennent en compte la situation tropicale dans laquelle La Réunion vit. Donc, et c'est tous ces bâtiments, et c'est quand on a réalisé ça, eh bien, pour celui qui habite à l'intérieur de ces bâtiments, non seulement il y a un confort qui est agréable, mais il y a surtout également moins de dépenses d'énergie. Moins de dépenses d'énergie, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour pouvoir faire autre chose. Prévenir, c'est mieux que guérir. Juste pour dire que je parlais tout à l'heure des moyens, et aujourd'hui, les moyens, c'est aussi ce que propose l'AFD, donc l'Agence française de développement. C'est juste pour montrer que derrière cette exigence dont parle Catherine Morel, il y a aussi l'Agence française de développement qui parle des moyens qui existent pour accompagner ceux qui ont des projets et qui respectent justement le climat. On va écouter Julie Couillot, qui est donc chargée de mission, qui nous parle de ces moyens que l'Agence française de développement met à la disposition de ceux qui ont des projets qui respectent l'environnement. J'ai rappelé en fin de compte le rôle de l'AFD en tant qu'opérateur de l'État pour le financement des objectifs de lutte contre le changement climatique par la France et les engagements qu'elle a pu prendre à l'occasion de la COP21, qui est un doublement de l'aide publique au développement sur l'agenda du climat, donc qui transitera par l'AFD avec un doublement de cette aide qui passera à 4 milliards d'euros d'ici 2020. Également, j'ai rappelé le rôle de l'AFD à La Réunion, c'est-à-dire que la lutte contre le changement climatique est maintenant le fil rouge en fin de compte de l'intervention de l'AFD. Et à La Réunion, par exemple, on accompagne les collectivités locales, mais aussi les SEM. Par exemple, on est très actif sur les sujets d'aménagement durable, donc cofinanceur des opérations d'aménagement type l'opération Cœur de Ville qui a été citée lors du débat. Mais on peut aussi accompagner les opérateurs et les partenaires locaux sur leurs initiatives, par exemple la SPL Énergie Réunion, avec le cofinancement d'une étude sur la mobilité électrique. Et j'ai rappelé l'enjeu de la coopération régionale et la mobilisation d'expertise réunionnaise, qu'on a beaucoup parlé d'innovation lors de ce débat. Et les expertises réunionnaises sont très nombreuses, donc que ce soit en matière d'énergie renouvelable, d'énergie intermittente, mais aussi d'aménagement durable, j'en ai déjà parlé, mais aussi de tout ce qui est architecture bioclimatique. Donc il y a un spectre en fin de compte d'expertises qui sont très importantes à La Réunion et qui pourraient être régionalisées, en tout cas mobilisées à l'échelon régional. Et je crois qu'il y a aussi une volonté forte des Réunionnais pouvoir coopérer avec leurs partenaires sur ces sujets-là. La Réunion et les îles de l'océan Indien partagent un même espace et le climat est un bien public régional partagé. Alors la question, c'était tout à l'heure, on parlait de financement et je voulais demander à Sophie Jeannette, donc directrice du pôle entreprise, est-ce que, au-delà, parce que vous accompagnez les entreprises lorsqu'ils répondent aux appels au marché,
d'offres. Parce qu'ils répondent au marché, tout à fait. Nous avons un service qui s'occupe de la veille, de l'accompagnement des marchés publics, justement. Donc nous avons un chargé de mission qui est attaché à cela et qui accompagne les entreprises au quotidien. Alors, sur ce genre de... ce que dit, par exemple, Julie Groyot, donc, de l'Agence française de développement, est-ce qu'il est possible que la Chambre fait aussi cette recherche des possibles financements, que ce soit au niveau du FEDER, que ce soit au niveau ailleurs, et d'accompagner l'entreprise justement dans la recherche de financement pour l'investissement? L'objectif justement pour tout projet de création et tout projet de développement, c'est de rechercher les financements qui correspondent au projet, les meilleurs financements pour que le projet aboutisse. Donc nous le faisons aujourd'hui, que ce soit par le biais de ce genre d'organisme, l'AFD, que ce soit par le biais du FEDER justement. Nous sommes également accompagnés dans la recherche de fonds européens pour aider les entreprises à faire aboutir leurs projets. On va quand même ajouter que la région reste aussi celle qui a la compétence économique. Donc, nous travaillons avec la région sur ce dossier, tout à fait, oui. Donc là encore, il faut savoir que les dossiers qui doivent être déposés demandent autant ce qu'on appelle la création d'entreprise, mais aussi la création d'emplois. Et dans la durée, il faut pouvoir pérenniser ce qu'on met en place. Et dans ce genre de situation, c'est difficile pour un petit commerce, ça vous le savez, de faire la démarche pour venir vous voir. De faire la démarche, de trouver les bonnes sources de financement, de trouver le bon interlocuteur. C'est vrai que notre objectif, c'est également d'être à ses côtés dans ces démarches, de l'accompagner, que ce soit au niveau de son plan de financement, depuis l'idée de création jusqu'au suivi post-création. Donc nous le faisons, et même dans la recherche de financement. Je vais vous poser la question, ça va faire sourire, mais... Combien ça coûte de venir vous voir pour accompagner? Parce que c'est la première question que se pose. Alors là, si vous venez me voir pour vous faire accompagner, c'est gratuit. Après, dans l'accompagnement, il faut savoir que justement avec la région Réunion, nous mobilisons également ce qu'on appelle le fonds régional d'aide au conseil pour justement accompagner le porteur de projet à moindre coût. Donc, ça ne vous reviendra pas très cher, M. Ramoudou. Si vous venez me voir demain pour créer un projet, ce sera avec plaisir. Merci, c'est gentil. Maurice Chancel, la question est la même, mais comment, justement, votre service économique peut accompagner ceux qui ont des projets, et à la rigueur, puisque vous êtes en partenariat, comment vous pouvez travailler ensemble, justement, sur l'accompagnement de ceux qui souhaitent créer une entreprise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc, la compétence économique, c'est plus la commune, c'est l'intercommunalité. Mais nous avons quand même tenu, au niveau de Sainte-Suzanne, à garder un service économique pour venir en aide aux entreprises. Et ce service économique qu'on a mis en place, d'ailleurs on l'a mis en place dans un lieu emblématique, d'ailleurs le phare à côté du phare de Sainte-Suzanne, et travaille en partenariat étroit avec la Chambre de commerce. Et il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été réalisées. Ils ont beaucoup, notamment d'ingénierie et tout. Donc ça veut dire que ça avance bien. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais tout à l'heure, je voudrais, si vous êtes, ça ne vous dérange pas, concernant les problèmes des changements climatiques. Là aussi, souvent, on dit, respecter les normes environnementales, haute qualité environnementale, faire du développement durable, tout ça, ça coûte cher. Le prendre par ce biais-là, c'est pas le biais du tout, c'est pas le bon bout. Pourquoi? Parce que le changement climatique, qu'on le veuille pas, on va le subir. On va le subir de par nos activités économiques, avec les énergies fossiles notamment, le pétrole, le charbon, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on voit ce qui se passe en Europe, en France, mais pas uniquement, juste à côté de nous, à Madagascar. Il y a 1 900 000 personnes qui sont touchées par la famine. On n'en parle pas. On en parle très peu. On en parle très peu, c'est ça qui est problématique. Et donc, tout ça, c'est dû au dérèglement du climat. Eh bien, à La Réunion, on voit bien les coraux. Il y a eu différents articles qui ont été dits, comme quoi. Et le blanchiment des coraux, ça veut dire que les coraux vont mourir, et ça veut dire que l'érosion, le phénomène d'érosion va s'amplifier. Donc, on aura davantage. Il faut donc adapter nos rivières et nos océans. Et cette adaptation-là, dans l'impression, ça coûte cher, mais en même temps, ça permet de sauver des vies et de développer de façon durable notre pays. Juste pour ceux qui ont suivi l'actualité, si vous avez vu les images qui venaient d'Australie, où on a vu toute la côte, qui était vraiment
sous les vagues et les inondations. C'est vrai qu'en marge de ce qui se passe en France actuellement avec la montée des eaux, les crues. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une situation assez criante. Et on ne parle pas de ces petites îles du Pacifique qui aujourd'hui s'enfoncent de plus en plus dans la mer. Mais l'océan Indien aussi, les Maldives et tout. C'est pas uniquement du Pacifique, hein. D'accord. Merci pour cette information. Mais lorsque, Maurice Joncel, vous dites qu'il faut absolument comment dire ça ? Il faut absolument qu'on prenne conscience. Mais est-ce que les élus, eux, dans leurs décisions, ils sont conscients de cette situation-là? Est-ce que tous les élus travaillent ensemble dans cette démarche? Ben, j'ai la naïveté de croire que oui. Alors, je vais vous faire écouter quelqu'un qui va vous dire qu'il regrette le manque d'ambition politique justement en matière de développement durable. On écoute Patrice Galbois, qui est donc président des Solaristes de La Réunion. Tiens, c'est une prise de conscience collective qu'il y a à La Réunion des choses à faire, qu'il y a des emplois à créer, qu'il y a de la compétence, qu'il y a une volonté collective. Cependant, on voit du côté des politiques une certaine... peut-être un manque d'information, peut-être. Du côté d'EDF, beaucoup de prudence, alors qu'il y a une loi aujourd'hui qui oblige à produire plus d'énergie renouvelable. Et comme l'a dit une des intervenantes, globalement, un peu de crainte en voyant l'inertie qu'il y a derrière tout ça. Et surtout, le choix qui a été fait de faire en sorte que la Réunion ne respecte pas la loi. Je rappelle que la loi dit 50% d'énergie renouvelable à horizon 2020. Eh bien, la Réunion a décidé de ne faire que 50% d'électricité, c'est-à-dire 3 fois moins que son objectif qui est prévu par la loi. Voilà la réalité. Et ce que je retiens, c'est malgré tout un manque de diffusion de l'information sur les problématiques électriques à la Réunion. Alors, ça a été l'un des, je dirais presque des fleurons de La Réunion, c'est de construire des panneaux photovoltaïques à La Réunion. Après, ça a été à Maurice, maintenant c'est en Chine. Est-ce que, par rapport à ce que dit Patrice Galbois, et pourquoi je pose la question? Parce que là aussi, c'est un marché qui coûte. Acheter ailleurs, acheter en Chine, c'est moins cher que d'acheter ici, apparemment. Mais qu'est-ce que les élus aujourd'hui, parce que c'est à l'époque, quand Paul Vergès était à la région, on a parlé de Géry. Aujourd'hui, il y a une démarche de Didier Robert en ce sens, vers le photovoltaïque, entre autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que, d'après ce qu'il dit, on a l'impression qu'il y a un petit peu de... Quand quelqu'un a tiré le frein à main parce qu'on a peur de mettre plus d'investissement dans le photovoltaïque. Oui, je crois que quand il y a eu notamment la remise en cause, ou du moins le flou artistique qui était entretenu sur la défiscalisation, ça n'a pas permis effectivement donc aux entreprises, et notamment les entreprises Solaris, donc de se développer. Mais ça, c'est pas le fait des entreprises. C'est le fait des politiques, et notamment du gouvernement, qui avait... À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président, et donc, je crois. Ça avait été donc... mais en même temps, rajouter à cela, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un coup de frein au niveau du développement des énergies renouvelables. Donc il faut relancer cette affaire. Et on relance aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut quand même dire, La Réunion, on est en avance par rapport à la France. On aurait pu aller un peu plus loin. On aurait été plus... D'accord, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a. Mais il ne faut pas non plus dire, ah ben oui, on est non, on n'est pas en retard, on est en avance. Hein, et on a aujourd'hui 36% de l'énergie renouvelable à La Réunion, alors qu'en France, on arrive à peine à 20%. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver rapidement en 2020 à 50%, et en 2030, arriver à 100% énergie électrique. Hein. Non, de l'électrique. Mais ça veut dire que c'est quand même un combat qui n'est pas gagné. Hein, qui n'est pas gagné. Il faut se battre. Hein. Parce que là, c'est 50% en 2030. Oui. Sur ce que dit... voilà, l'énergie électrique. Oui, oui. C'est ce qu'a dit également Alain Guezot, donc, qui est le président de l'ASPA Énergie de la région. Il ne faut pas non plus qu'on fait croire à la population qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je prends la commune de Sainte-Suzanne. Nous sommes la seule commune de l'île à avoir... avec nos énergies renouvelables, les éoliennes, le photovoltaïque, le biogaz qu'on récupère sur le centre d'enfouissement des ordures ménagères et tout. Donc tout ça permet de produire de l'électricité pour environ 30 000 habitants.
C'est-à-dire que nous sommes ce qu'on appelle une commune à énergie positive. Nous avons 22 700 habitants et nous produisons pour près de 30 000 habitants. Donc, mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ces lauriers. On continuera. Cet après-midi encore, j'ai discuté avec également des solaristes pour que, ils sont intéressés à venir sur le territoire de Sainte-Suzanne parce que Sainte-Suzanne est une vitrine pour eux. Et j'espère pouvoir leur offrir rapidement un foncier pour qu'ils viennent s'installer à Sainte-Suzanne et ils vont créer une quinzaine d'emplois. C'est toujours bon à prendre. La question, Sophie Jeannette, aujourd'hui, dans l'expertise que vous apportez aux communes, est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'il faut être professionnel aujourd'hui dans les démarches, parce qu'il faut arrêter d'être politique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ambitions beaucoup plus, sans être critique, hein, mais est-ce qu'aujourd'hui, et ça on le voit aussi par rapport aux porteurs de projets privés, ils ont parfois une posture de dire qu'ils peuvent le faire tout seuls, ils peuvent le faire à leur façon et éviter les dépenses, et tout à l'heure, Jean-Cel me faisait la leçon là-dessus, il vaut mieux investir dans le temps plutôt que d'essayer de faire des économies de bout de chandelle. Comment vous allez arriver à leur dire, écoutez, il vaut mieux être professionnel dès maintenant, investir dès maintenant, avoir les sous et attendre que ça arrive après? Je pense que le message à faire passer aux porteurs de projet, en tout cas, c'est de se faire accompagner dès le départ. C'est très important dans la recherche de financement, puisqu'on se retrouve face à des gens qui se déclarent quelquefois et qui n'ont pas eu les bonnes informations pour pouvoir bénéficier d'aides financières. Donc, bien souvent, lorsque les dossiers, lorsque la personne est déjà immatriculée, elle ne peut plus rien solliciter ou peut-être pas grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs de prêt qu'on peut mettre en place également, tels que l'ADI, d'autres dispositifs par rapport à des personnes qui viennent de l'économie sociale et solidaire et sur lesquels on peut les accompagner par le biais de dispositifs tels que NACRE ou même par le biais de financement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le FRAC, sur lesquels on est conventionné par le biais de la région Réunion. Donc oui, chercher les financements, c'est très important. C'est de dire que lorsqu'on crée son entreprise, aujourd'hui, c'est créer son emploi. Donc, il a tout intérêt de faire cet investissement, l'investissement de soi-même et l'investissement financier, puisque on n'a rien sans rien. C'est pas à vous que je vais le dire. C'est très important dès le départ de pouvoir également de dire je mets la main à la poche, parce que l'objectif à terme, c'est de créer mon propre emploi et de pouvoir le faire pérenniser. Donc ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, et on regarde de plus en plus, je regarde de plus en plus que prend la place que prend les chambres consulaires justement dans l'accompagnement des entreprises. Et dans leur expertise, parce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes de consultants qui se mettent en place. J'ai eu le plaisir d'en accueillir sur ce plateau. C'est une réalité, parce que c'est une réalité par rapport à notre environnement indo-océanique, parce qu'il faudra s'ouvrir. Mais et je l'ai vu aussi que vous avez fait, ne serait-ce que également un accompagnement sur le droit international. J'ai vu ça également pour le commerce. Un accompagnement sur le droit international, tout à fait. L'exportation. Sur l'exportation, donc par le biais de notre pôle Europe internationale, océan Indien. Donc on a également des formations qui sont dispensées. Nous accompagnons par le biais dernièrement de notre forum économique. Il y a plein de thématiques qui ont été abordées justement et qui répondent à une demande réelle de nos porteurs de projets et également de nos chefs d'entreprise qu'on appelle ressortissants. Donc il est très important aujourd'hui de se faire accompagner aussi bien par les chambres consulaires, par d'autres professionnels qui sont à nos côtés, étant donné que sur ce forum nous avions également accueilli beaucoup de partenaires, que ce soit l'ordre des experts comptables, l'ordre des notaires, les avocats. On avait également les banquiers qui étaient représentés. Donc, très important d'avoir ces partenaires à nos côtés et aux côtés également des entreprises et que l'expertise soit vue au plus près et par anticipation, on va dire. Donc, c'est de voir dès le départ qu'est-ce qui est nécessaire pour eux pour pérenniser l'entreprise. Donc, ça, c'est important. Moi, Jean-Cel, je vais être sans doute désagréable avec vous, mais vous pensez que les hommes politiques doivent avoir une expertise un peu plus, je dirais, dans la gestion, être un peu plus près de la réalité, ne pas faire que de la politique, mais se tenir compte des réalités sociales, mais surtout économiques, parce que l'argent des contribuables, même cet argent n'est pas extensible. Un homme politique ou un maire, c'est pas son métier d'être maire. C'est une fonction. Moi, mon métier, c'était d'être conducteur de travaux à France Télécom. Donc, j'étais dans l'économie. Et demander à un homme politique de tout connaître, c'est non seulement c'est de l'utopie, mais en même temps, c'est pas normal.
On ne peut pas demander à quelqu'un de tout connaître. Nous devons, nous, en tant que politiques, s'appuyer sur des expertises. Et la Chambre de commerce, par exemple, qu'on a signé un partenariat avec la Chambre de commerce, c'est que la Chambre de commerce apporte aux politiques cette expertise pour que ce qu'on appelle l'aide à la décision, qui permet aux politiques de prendre la décision et qui correspond totalement aux attentes des entreprises, pour ce qui concerne les entreprises, aux attentes de la population qui concerne la population, aux attentes des agriculteurs pour ce qui concerne les agriculteurs. Donc, avoir quelqu'un qui dit « moi je connais tout », ça n'existe pas. Et c'est pour cette raison, dans une société, chacun a sa place, mais surtout, chacun fait son travail correctement et qu'il s'entoure, autour de lui, de professionnels. C'est important. Voilà comment je conçois la politique, moi. Sur le développement durable, Stéphane Foissin a dit, et on va l'écouter, il faut que les communes doivent travailler aussi en commun. Donc, avec les chambres consulaires, mais aussi entre vous. Et on l'écoute, juste après, on parlera sans doute d'autonomie énergétique. On écoute Stéphane Foissin qui parle de créer une commission développement durable au sein de l'Association des maires de La Réunion. Il s'agit de mettre en place au sein même de l'Association des maires de La Réunion, la MDR, une cellule de travail sur le développement durable et d'échanger nos expériences. Parce que souvent on travaille seul de notre côté et à travers cette commission aménagement durable, nous aurons ainsi à échanger ensemble et peut-être être plus performants dans le développement durable en matière d'économie d'énergie, en matière de conseil à la population sur les économies d'énergie, mais aussi en termes de subventions que l'on peut apporter aux différents citoyens sur peut-être des aides aux réserves d'eau de pluie, des aides pour les ampoules éco. Il y a tout un tas de choses que l'on peut mettre en place tous ensemble et si nous voulons gagner le pari de l'énergie, les communes doivent travailler en commun. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont tous travailler ensemble à la sortie de cette émission, c'est pas ce que j'essaye de vous dire, mais est-ce que d'abord le partenariat entre les chambres consulaires, sur le développement durable, les exigences du développement durable, le changement du climat, est-ce qu'aujourd'hui, cette conscience, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau politique, que ce soit au niveau même des différents partenaires qui concourent au développement de La Réunion, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ou aujourd'hui c'est encore des vœux pieux et surtout des amabilités devant la presse? Je crois que toutes les images qu'on a vues tout à l'heure, c'était dans le cadre d'une conférence que nous avons organisée au niveau du CIDELEC. Et en tant que président du CIDELEC, nous avons mis autour de la table, dans une salle également, plusieurs partenaires, des dizaines de personnes qui ont participé à cette émission-là. Vous avez vu les nombres de participants dans la salle. Et ce que Stéphane Foissin a dit, donc pourquoi pas une création au sein de la MDR, l'Association des maires des départements de La Réunion, une commission sur le développement durable. On a eu un bureau de la MDR il y a une quinzaine de jours. J'ai dit à Stéphane Foissin que moi je suis partant pour donner un coup de main à cette commission et je suis tout à fait d'accord avec lui de créer cette commission de développement durable au sein de la MDR pour que l'ensemble des maires parlent non pas d'une seule et même voix, mais qu'on converge avec tout le monde. Et je crois que c'est la deuxième édition qu'on fait là, au niveau du CIDELEC, dans le cadre du Salon de la Maison. Nous l'avons fait l'année dernière, nous avons refait cette année, et je crois que c'est une demande. Il y avait quand même les participants, tout le monde était présent, et c'est important. D'accord. Alors, Jeannette, directrice du pôle entreprise de CCIR, on va terminer, il nous reste 2 minutes, donc 1 minute chacun. Aujourd'hui, j'allais dire, on lance un appel, non, mais aujourd'hui, il y a un constat, c'est que la collaboration, le partenariat avec les collectivités, avec les mairies surtout, c'est quelque chose qui, de plus en plus, vous accapare et se met en place. Nous accapare, peut-être pas dans ces termes, mais en tout cas, le partenariat avec les collectivités, nous sommes sollicités par les collectivités, tout à fait, pour accompagner les entreprises, pour intervenir aussi bien en apportant une expertise sur des projets de la commune. On intervient également, comme je vous l'ai précisé, sur les marchés publics, pour la commande publique, et surtout pour accompagner nos jeunes
Donc c'est très important d'accompagner nos jeunes par le biais de formations et les faire connaître également les formations existantes. D'accord. Deux mots, Maurice Joncel, on termine là-dessus. Simplement pour dire que Sainte-Suzanne est une commune dynamique, et je crois que nous l'avons également démontré à travers les différentes réunions que nous avons. Pour information, nous sommes en 8e position en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de la commune de Sainte-Suzanne arrive en 8e position à La Réunion, avec 149 millions d'euros, c'est important. Et nous avons également créé, avec les entreprises et tout, tous les ans, environ 130 entreprises qui sont créées sur Sainte-Suzanne. C'est important aussi de le dire. D'accord. Et nous avons en projet, tout en respectant notre terrain agricole, nous avons en projet une trentaine d'hectares de plus en zone d'activité artisanale à réaliser. C'est ça, Marine? Marine, l'entrée de ville, et notamment. D'accord. Sophie Jeannette, merci pour toute cette expertise et merci pour toutes les informations apportées. Vous êtes donc directrice du pôle entreprise de la CCIR, la Chambre de commerce et industrie de La Réunion. Bien sûr, merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Maurice Joncel, je rappelle donc que vous êtes maire et conseiller départemental de Sainte-Suzanne, vous êtes également président du CIDELEC. Merci d'avoir répondu également à nos questions. Merci aux téléspectateurs de Télécréole pour leur fidélité. Merci à la régie de me faire autant de bruit dans l'oreillette pour me tenir éveillé pendant toute cette émission. Continuez votre soirée donc sur Télécréole. Avant, il y a juste pour vous rappeler que l'un des 7 piliers de la région va juste suivre après. Donc restez. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est très intéressant de savoir quels sont les éléments du programme de Didier Robert seront mis, comment ça va se mettre en place. Ça va se passer donc juste après la météo qui va avoir lieu donc juste après cette émission-là. Donc restez là pour voir comment Didier Robert entend mettre en place, au cours de cette mandature qui débute, son programme pour le développement de La Réunion. Quant à moi, je vous dis donc de bien continuer votre soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.